Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir, merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux dans ce bel espace de l'Agora pour accueillir Michèle Perrault, grande historienne. Je suis ravie d'échanger avec vous. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine, vous êtes l'une des plus grandes figures du féminisme en France. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui et vous signez avec Eduardo Castillo ce livre merveilleux qui s'appelle Le temps des féminismes aux éditions Grasset. Voilà pour cette rencontre en partenariat avec France Télévisions. Je voudrais dire tout d'abord, avons-nous jamais autant utilisé le mot féminisme ? Oui, on l'utilise beaucoup aujourd'hui et je pense que c'est un signe des temps. D'où le titre de ce livre, Le temps. Je pense que nous vivons actuellement un temps fort du féminisme, de ces féminismes qui ont commencé il y a longtemps, d'où le désir d'histoire pour remettre les choses dans une perspective de longue durée. Oui, alors à l'heure de MeToo, justement, qui est l'un des épisodes marquants aussi de ce combat des femmes où la parole se libère, à l'heure où nous prenons conscience des violences exercées contre les femmes, familiales, conjugales, gynécologiques, politiques, sportives, dans les entreprises ou la sphère privée, alors que Annie Ernaux aussi est devenue la première femme couronnée par le prix Nobel, alors qu'on a une femme première ministre en France aussi, mais au moment aussi où le droit de l'avortement est remis en cause dans de nombreux pays et où les femmes luttent aussi au prix de leur vie dans de nombreux pays, comme en Iran ou en Afghanistan, on va y revenir. Mais je voudrais d'abord commencer avec une lecture de Raphaël Sodinos, qui va nous lire le début de votre livre et qui va donc poser sa voix sur vos mots. Peut-être suis-je devenue historienne pour ne pas parler de moi, voire pour ne pas y penser, parce que je trouvais que le moi, mon moi, n'avait rien d'extraordinaire. Le milieu bourgeois dont je venais n'avait pas beaucoup d'intérêt et je n'avais aucune gloire à en tirer. Je n'ai presque jamais tenu de journal et n'ai jamais fait de psychanalyse, à tort peut-être. Face à quelqu'un, ma position n'est pas conflictuelle. Elle est plutôt d'entendre, de comprendre les différences. J'ai toujours ressenti vivement ce sentiment d'étonnement, de curiosité. Le monde m'intéresse, la société, les changements m'intéressent et me surprennent. J'ignore ce que sera demain et j'aimerais le savoir. En tant qu'historienne, j'ai une conscience aiguë du temps, qui est ma matière première, et un objet de réflexion fondamentale. Je défends qu'on peut vraiment comprendre une situation présente qu'en voyant sa place dans l'évolution. Pour des raisons personnelles, peut-être, je suis encline au doute. J'ai reçu une éducation chrétienne très forte, dont j'ai été prisonnière à l'adolescence, dans les années 1940. Les religieuses de mon collège me voyaient mère supérieure un jour. Quand ma mère s'est aperçue de leur emprise sur moi, elle a été furieuse. Athée comme mon père, elle a regretté de m'avoir mise dans ce collège de filles. Moi, à ce moment-là, je trouvais qu'elle ne me laissait pas faire ce que je voulais. Et puis, entre 20 et 25 ans, je suis devenue athée, à mon tour. Dans les années 1950, j'ai cru naïvement au communisme et défendu l'Union soviétique avant de m'apercevoir de l'erreur terrible que cela avait été. Tout cela m'a rendue assez critique vis-à-vis de moi-même et m'a portée à la tolérance. Être tolérant, ce n'est pas tout admettre, tout mettre sur un même pied. C'est commencer par écouter, tenter de comprendre avant de récuser un jugement. Donc, mes choix ont des origines existentielles, politiques. Lorsque j'ai décidé de faire de l'histoire après mon bac, ce n'était pas en pensant aux femmes. D'ailleurs, je n'étais pas féministe. Pour mes parents, il était évident que j'allais travailler, gagner ma vie. Au sortir de la guerre de 14-18, qu'il avait faite dans les tranchées, mon père avait dû abandonner l'idée de suivre des études de médecine, son propre père étant mort en 1918 de la grippe espagnole. Il me poussait, moi, sa fille unique,
à faire ce qu'il regrettait de n'avoir pu faire. Il me tenait un discours d'indépendance et m'avait même donné un roman de Sinclair Lewis, Anne Vickers, l'histoire d'une femme médecin dans l'Amérique des années 1920. Lorsque l'homme qu'elle aime lui demande d'abandonner son métier pour vivre avec lui, elle refuse, en femme émancipée qui pratique même un avortement. Mon père me mettait en garde contre les hommes. « Ne te mets pas trop tôt un homme sur le dos », disait-il. Je m'identifiais à une femme indépendante et, ne rencontrant pas de difficultés particulières, je n'étais pas spécialement révoltée. À la Sorbonne de l'époque, l'atmosphère était assez égalitaire. Au centre Richelieu, catholique, que je fréquentais d'abord, puis chez les étudiants communistes, avec Jacques Ozouf, Jean-Nicolas et bien d'autres, l'ambiance était à la franche camaraderie. Les filles considéraient tout à fait normalement. Rien ne me portait vers le féminisme. J'ai choisi la discipline historique sans bien me rendre compte de ce qu'elle pouvait être, mais je l'ai choisie volontairement et je lui dois beaucoup, comme je dois beaucoup à Ernest Labrousse et à sa rigueur. L'enseignement d'Ernest Labrousse coïncidait avec les préoccupations politiques d'une partie de la jeunesse de l'époque dont je me sentais proche. L'histoire économique et sociale qu'il avait introduite à la Sorbonne dominait, en accord avec l'atmosphère politique des années 1950. C'était la reconstruction. Le Parti communiste était très fort, la classe ouvrière essentielle, l'industrialisation au centre de la vie. Pour moi, les ouvriers avaient pris la place des pauvres de mon éducation chrétienne. Ils étaient le visage de l'inégalité. Faire de l'histoire économique et sociale, c'était m'intéresser à la classe ouvrière. Je ne pensais pas alors faire une carrière universitaire, mais Ernest Labrousse m'a relancée. « Mademoiselle, ne me laissez pas tomber avec mes grèves » et a fini par me convaincre d'entreprendre une thèse sur les ouvriers en grève. Travailler sur les femmes, je n'y songeais même pas. Merci Raphaëlle Sodinos, autrice et comédienne. Merci pour cette belle lecture de votre livre, Michel Perrault, Le temps des féminismes aux éditions Grasset. Il y a tout finalement dans ce début de livre. On a entendu les premiers mots de votre livre. Peut-être suis-je devenue historienne pour ne pas parler de moi, voire pour ne pas y penser parce que je trouvais que le moi, mon moi, n'avait rien d'extraordinaire. Ce qui vous intéressait, c'était les autres. Mais quel a été finalement le déclic au départ pour vous intéresser justement aux femmes ? Alors, à la vérité, j'exagère un petit peu mon non-féminisme. En 1949, Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe. Je l'ai lu. Je l'ai lu d'abord en partie, puis j'avais beaucoup de travail, je l'ai posé, je l'ai trouvé un petit peu difficile d'ailleurs. Je l'ai repris plus tard, mais je me suis sentie très concernée par ce qu'elle écrivait et très concernée par elle-même. Parce que c'était une figure de femme indépendante à tout point de vue, dans ses amours, dans son choix d'écrire, dans son indépendance. Donc j'étais tout de même attirée par cela. Mais c'est vrai que je n'en faisais pas une priorité. Pour que véritablement, comme on vient de l'entendre, je choisisse de faire l'histoire des femmes, ce qui m'a ensuite occupée pendant très longtemps, il a fallu le mouvement de libération des femmes. Autrement dit, le mouvement de libération des femmes des années 70 a été très très important. J'y ai beaucoup participé. À la base, je manifestais, enfin, ce que fait une militante en quelque sorte. Et puis, un jour, enfin peut-être pas un jour, mais plusieurs jours, je me suis dit, mais c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que je fais dans mon enseignement sur les femmes? Qu'est-ce que je dis? Rien. C'est comme si les femmes n'existaient pas. Et ça a été pour moi le début d'une réflexion sur ce silence des femmes, ou du moins du silence de l'histoire sur les femmes. On n'en parle pas, et j'ai décidé de faire autrement. Voilà. Et c'est comme ça que,
en 73, très exactement, avec 2 autres collègues, nous avons lancé un cours sur les femmes ont-elles une histoire? Vous voyez, point d'interrogation. On n'en était pas si sûr que ça. Mais C'était le déjà, défi. voilà, déjà, en tout cas, vous éveillez un petit peu les consciences. Il faut revenir un petit peu dans votre enfance. C'est vrai que vous avez grandi quand même dans une famille où cet esprit d'indépendance était quand même là. Parce qu'on l'a entendu dans la lecture de Raphaël, ne te mets pas trop tôt un homme sur le dos. Ce sont les paroles de votre père qui, déjà très jeune, vous met en garde contre les hommes. C'est quand même une chance d'avoir eu un père éveilleur de conscience quand même à cette époque, parce qu'on se remet dans le contexte, tous les hommes n'étaient pas comme lui. Bien sûr, mais je me sens très privilégié. Hein. J'ai tout à fait conscience, peut-être même pas encore assez, d'avoir eu beaucoup de chance. Hein. Beaucoup de chance, d'abord, d'être dans un milieu où il y avait suffisamment d'argent, bien entendu, pour que je puisse faire des études, d'avoir eu des parents comme les miens, parce que là, je parle beaucoup de mon père, mais ma mère était... D'une certaine manière, je pense que j'ai même eu un peu tendance à exagérer le rôle de mon père. C'est normal, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les hommes, dans ces années-là, détenaient quand même les clés du pouvoir. Hein. Et quand un père dit à sa fille « vas-y », c'est très important. Hein. Mais ma mère elle-même, c'était une femme qui me soutenait complètement. Elle-même, elle était très très douée pour le dessin. Hein. Et elle n'avait pas pu continuer parce qu'elle avait perdu sa mère quand elle avait 16 ans. Et à ce moment-là, son père lui a dit « Oh bah écoute, maintenant tu vas t'occuper de la maison. Hein ». Et en vérité, je pense qu'elle aurait voulu faire autre chose. Mais ça, je m'en suis rendu compte plus tard. C'est une histoire qui fait un petit peu écho à celle de Simone Veil aussi, hein, dont la mère voulait travailler et dont le mari disait « Écoute, c'est pas la peine, je subviens aux besoins du ménage, il n'y a pas besoin que tu travailles. » Mais c'est vrai que pour se remettre dans le contexte de l'époque, ça va faire écho peut-être à des gens qui ont vécu ces situations, parce que je voudrais rappeler quelques exemples. À la Sorbonne, à l'époque, les cours commençaient par « Bonjour messieurs », alors qu'il y avait des femmes dans l'hémicycle. Votre directeur de thèse vous a dissuadé de travailler sur les femmes. Vous ne réussirez pas avec ça, disait-il. Et l'oral de l'agrégation, il faut rappeler, les filles passent l'oral incognito dans un lycée, alors que les garçons, l'agrégation masculine, a lieu à la Sorbonne devant un jury présidé par des historiens. Oui, bien sûr. Il y avait toutes sortes de petits signes qui montraient que hommes et femmes, filles et garçons, c'est pas la même chose. Hein. Et qu'il y avait une hiérarchie, etc. Mais je dois dire que je ne reliais pas vraiment ces choses entre elles. À la limite, comme au fond je me sentais assez bien dans mon itinéraire, dans ma peau, comme on dit, j'en riais plutôt. C'était pas dans les cours que les professeurs disaient « messieurs », c'était dans les réunions. Quand il y avait des réunions, des assistants, etc., j'étais la seule femme, oui, à cette époque-là. Oui. Et alors, les professeurs disaient « Messieurs, bonjour messieurs ». Bon, moi, j'étais dans mon petit coin, ça me faisait rire. Ça me faisait rire. Et je ne voyais pas bien ce qu'il pouvait y avoir derrière. D'ailleurs, je pense que de leur part, il n'y avait pas une pensée de persécution particulière. C'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Et il a fallu que vous vous intérissiez donc au monde du travail, aux ouvriers, pour qu'ensuite vous vous intéressiez aux femmes. Oui, bien sûr, mais comme on l'a peut-être entendu dans le passage qui a été lu, tout à fait. Et je vous remercie beaucoup de votre lecture, madame. C'était le monde ouvrier, c'était ça qui m'attirait. Hein. Pourquoi? Parce que c'était la grande figure sociale de l'époque. Il faut bien voir les années 50, 60. C'était la figure montante et c'était aussi la figure de l'injustice. Hein. C'était ça, c'était surtout ça. Et moi, j'avais envie de lutter contre l'injustice. Donc, c'était ça, et je ne pensais pas majoritairement aux femmes. Autrement dit, on ne naît pas féministe, on le devient.
Et je rappelle aussi que donc vous avez épousé à 25 ans Jean-Claude Perrault, dont vous avez pris le nom, en octobre 53. Vous dites de lui, et cela va parler à pas mal de femmes aussi, je pense, c'était un homme féministe, sauf en voiture. C'est-à-dire Oui, Jean-Claude était un homme tout à fait féministe, sans le mot, hein, mais la question de l'égalité dans les carrières, ça se posait pas. Enfin, c'était vraiment, j'ai jamais eu de problème de ce point de vue-là. Mais en voiture, c'était autre chose. C'est moi qui avais appris à conduire la première. Il avait été collé à son permis de conduire. Furieux, pas content du tout. Mais quand il a repris le volant, après avoir évidemment réussi son permis, il avait beaucoup de mal à le quitter, ce volant. Beaucoup, hein, beaucoup. Et on sentait qu'il y avait une espèce de petite revanche à prendre, peut-être. Et au fond, j'ai continué à conduire, bien sûr, mais beaucoup moins tout de même. Et je me suis installé dans le rôle de guide, enfin, avec les cartes. À ce moment-là, on n'avait pas de GPS, alors dès qu'il fallait trouver un chemin, il fallait prendre une carte, première à droite, première à gauche, etc., deuxième à gauche. Ben, au fond, ça m'a plu. Hein. Ça m'a plu, peut-être au fond que on renonce à quelque chose, peut-être. D'une certaine manière, je me suis peut-être inconsciemment installé dans le rôle secondaire, peut-être pas, parce qu'après tout, c'est aussi bien de donner le chemin. Hein. Il conduisait, moi je donnais le chemin. Alors, vous avez été finalement la première observatrice de l'évolution de la condition des femmes en France à travers le monde ouvrier, mais pas seulement. Est-ce que, vous dites dans le livre, la maternité et les enfants restent un grand obstacle à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Pourquoi ? Quelles sont aujourd'hui finalement les concessions ? Parce que vous parlez des concessions, des femmes qui s'accommodent des concessions de formes de domination généralement cachées. Quelles sont encore aujourd'hui toutes ces concessions que font les femmes ? Ben, les femmes se sentent toujours responsables de la famille et des enfants. Hein. Et même si je pense que ça se partage mieux aujourd'hui avec des hommes des jeunes hommes plus féministes qui assument leur paternité, etc., etc. Hein. Je le crois. Mais malgré tout, le poids des siècles est si fort que les femmes continuent à se sentir responsables, voire coupables. Hein. Coupables, bon, je vais être en retard, j'ai une réunion là, oh là là, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais être à l'heure à la maison, qu'est-ce qui va se passer. Je pense que ça continue tout de même à exister. Il y a ça, il y a le quotidien, hein, il y a la vie quotidienne. D'autre part, il peut y avoir aussi, pour certaines femmes, l'idée qu'on n'est pas vraiment une femme si on n'a pas des enfants. Les enfants, c'est magnifique, bien sûr, c'est magnifique. Mais on peut parfaitement accomplir un destin de femme sans avoir d'enfants. Et je crois qu'il faut quand même redire aux jeunes femmes d'aujourd'hui qu'elles ont le choix. Quel regard justement porte l'historienne là-dessus ? Pourquoi il y a encore cette culpabilité ? Et pourquoi ne pas avoir d'enfants est encore aujourd'hui, en 2023, on le voit, une sorte de tabou quand même ? Parce que la construction des rapports entre les sexes, de ce que sont les hommes, de ce que sont les femmes, de ce que ça doit être qu'un homme et une femme, c'est quelque chose qui s'enracine non seulement dans les années passées, mais dans les millénaires passés. Si nous avions le temps, je vous parlerais, mais on n'a pas le temps, plus longuement de Françoise Héritier, qui est une grande anthropologue, qui a écrit Masculin, féminin, la pensée de la différence, qui a beaucoup réfléchi là-dessus. Et elle montre que cela s'enracine dans la longue durée, très longue durée. Donc, c'est pas étonnant que notre époque, toute courte encore, le mot féminisme date de la fin du 19e siècle. Le mouvement féministe dont nous procédons aujourd'hui, c'est 50 ans, 60 ans, peut-être un siècle, si on veut prendre un peu les origines. Mais c'est pas long dans l'histoire, c'est pas long. Et par conséquent,
ces structures de longue durée continuent à nous influencer. On est enraciné là-dedans et on a beaucoup de mal à penser autrement. Penser autrement, c'est très difficile. Voilà. Alors, mais on commence. Justement, le titre de cette rencontre, c'est « Être une femme, ça se mérite ». Est-ce que ça se mérite vraiment ? Le titre de la rencontre aujourd'hui, c'est « Être une femme, ça se mérite ». Qu'est-ce que ça vous inspire ? Être une femme, ça se Oui, mérite. c'est une grande question. Ah bah oui, c'est une grande question à laquelle il faudrait réfléchir davantage. Je ne savais pas que c'était le titre de notre rencontre. Mais ça peut provoquer un long débat. Oui, mais être un être humain, hein, ça se mérite et ça ne se mérite pas. Hein, parce que, d'un autre côté, aucun d'entre nous n'a vraiment demandé à être là. Hein. Nous sommes là, les uns et les autres, avec nos âges extrêmement différents, parce qu'un couple s'est aimé, peut-être provisoirement, mais en tout cas s'est aimé, et a donné naissance à nous. Donc, c'est d'abord un fait. Nous sommes là, nous devons la vie à d'autres. Hein. Mais ça se mérite aussi parce que nous assumons, puisque nous sommes là, notre condition d'être humain, homme ou femme, femme ou homme. Hein. Et au fond, puisque nous sommes là, vivants, parlants, nous la revendiquons. Hein. Donc, ça se mérite, peut-être, ça se reçoit aussi, ça s'assume enfin. Alors, vous parliez de féminisme. Dès le début du livre, page 8, vous dites « Pendant 30 ans, le féminisme a paru comme en sommeil. C'était devenu un mot repoussoir, vieillot. Les grands combats avaient été gagnés. Celles qui s'obstinaient à revendiquer plus d'égalité apparaissaient comme des empêcheuses de tourner en rond, revêches et ennuyeuses. Cette image des féministes a longtemps perduré, même après Simone de Beauvoir, après mai 68 également. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette transformation finalement de l'image aussi des féministes ? Être féministe dans les débuts du féminisme, enfin déjà de longue durée, c'était peut-être, étant donné les conceptions de l'époque, perdre sa qualité de femme. Voilà. Hein. On est féministe, on se bat pour les droits des femmes, mais enfin, quand même, on veut rester une femme séduisante, on ne veut pas renoncer à sa condition de femme. Et on redoute que l'étiquette féministe vous fasse perdre tout ça. Donc, il y avait cela. D'où le fait que beaucoup de femmes, mais il y a encore, peut-être moins maintenant, mais il y a encore 30-40 ans, disaient « Je ne suis pas féministe, mais... » Hein, je ne suis pas féministe. Oh, surtout qu'on ne me mette pas cette épithète sur le dos. Mais, parce qu'elle se revendiquait des revendications des femmes. Donc, il y a ce problème de ce qu'on met sur le visage d'une féministe, une femme ennuyeuse, austère, terrifiante, etc., etc., bon, ben non, on peut bien être féministe et être drôle. Hein. Et alors vous dites... Aimer la vie, les femmes, les hommes, voilà. Vous dites que vous êtes historienne et féministe, oui. Mais pas historienne féministe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette nuance ? Oui, absolument, absolument. Je suis historienne parce que je me revendique de la démarche de l'histoire, hein. Qui est une démarche rigoureuse. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut faire des recherches, il faut essayer. L'histoire n'atteint probablement pas la vérité, mais elle la cherche. Hein. L'histoire est une quête de vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que cet événement est arrivé ? Pourquoi est-ce qu'un tel a dit telle chose, etc. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est essayer de comprendre, essayer de restituer avec des documents qu'il faut aller chercher de toutes sortes. Les sources de l'histoire sont évidemment très nombreuses. Donc, il y a une rigueur de la démarche historique. Et par conséquent, féministe, je le suis. Hein, mais je ne fais pas de l'histoire au service du féminisme, pas du tout. Hein. J'essaie de
de restituer cette histoire du féminisme qui m'intéresse évidemment beaucoup, mais en essayant de la voir dans sa complexité, dans sa vérité, dans ses erreurs peut-être, dans ses contradictions. Les femmes n'ont pas toujours raison, bien sûr, bien sûr. On peut se tromper. Je me suis beaucoup trompée dans ma vie. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire. L'histoire, c'est sérieux. Voilà. Et on peut être féministe, mais en même temps, on peut être une historienne rigoureuse. Et c'est ce que je veux faire en faisant l'histoire des femmes. Alors justement, quel regard porte l'historienne sur ce regain de féminisme? Est-ce qu'il y a d'ailleurs un regain de féminisme ou pas? Parce qu'on voit de jeunes filles aujourd'hui qui ont pris ce relais du féminisme et qui le brandissent haut et fort. Ah bah, on le voit avec bonheur. Hein. Je pense que la période que nous vivons est une période difficile, troublée, et il y a des quantités de raisons d'être mélancolique devant tout ce qui se passe. Mais il me semble que sur le plan des rapports hommes-femmes, le plan du féminisme, des féminismes, il y a des signes de joie. Hein. Je trouve que les jeunes femmes d'aujourd'hui, il y en a beaucoup dans cette salle, et les autres. Et les autres sont plutôt positives. Elles découvrent des choses, elles osent. Elles osent dire des choses, elles osent. Donc, des choses même que moi, à leur âge, je n'aurais sans doute pas osé penser, dire, faire. Autrement dit, là, il y a des choses qui se passent. Et ces choses qui se passent, c'est un chemin vers la liberté, un chemin vers l'égalité. Je trouve que c'est bien. Je trouve que de ce point de vue, il y a beaucoup de choses intéressantes. Bien entendu, il faut se faire aucune illusion. C'est-à-dire que si on replace tout ça, il faut toujours le faire dans le monde. Vous y faisiez plus qu'allusion tout à l'heure. On s'aperçoit que c'est pas simple, et que ce que les femmes conquièrent, gagnent, est toujours fragile. C'est toujours fragile. Et c'est toujours menacé par des évolutions contraires. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, tout de même, oui, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant de voir ce qui se passe. Quand on pense la Cour suprême autorise la prise de la pilule abortive, qui est le principal moyen pour parvenir à un avortement, autorise. Est-ce que demain, elle ne va pas l'interdire? On peut se poser ces questions. Oui, donc, on voit bien que l'histoire, oui, rien n'est jamais acquis, on le voit exactement. Et justement, puisque vous l'évoquez, quel regard vous portez, vous, l'historienne, sur cette histoire en marche en Afghanistan et qui recule, même plutôt pour les femmes, ou en Iran? C'est quelque chose que vous observez, j'imagine, de près. Et quel regard vous portez sur ces avancées, ces reculs, au regard de l'histoire, justement? La situation en Afghanistan, surtout, est catastrophique. Enfin, tout le monde le sait ici. On va le rappeler. Les petites filles ne peuvent aller à l'école que dans le primaire. Les jeunes filles ne peuvent, les filles plus grandes, interdites de lycée, alors qu'elles étaient déjà nombreuses à l'université. C'est quand même totalement incroyable. Incroyable. Et on pourrait décliner les autres secteurs. En Iran, j'allais dire, c'est moins pire, mais entendons-nous, entendons-nous. Le port du voile est quand même quelque chose de imposé. Que des femmes portent le voile, on peut très bien le comprendre, mais que ce soit imposé, obligatoire, et que les femmes soient traduites devant un tribunal si elles ne le font pas, comme c'est arrivé en Iran, que même, car une de celles pour laquelle c'est arrivé a été arrêtée et est morte dans un commissariat de police, c'est effrayant. C'est effrayant. Et il faut regarder ces événements pour prendre conscience de la situation des femmes. C'est loin d'être acquis. Et de la solidarité que nous devons avoir avec elles. Alors, évidemment, c'est pas toujours facile. Moi, je me dis souvent, c'est bien joli, je vais dire ça. Mais qu'est-ce que je fais, dans le fond?
Qu'est-ce que je fais? Elles sont dans leurs problèmes et moi, je suis là, privilégié, parlant devant un public qui m'écoute, visiblement. Hein. Quelle chance nous avons! Quelle chance nous avons! Cette chance, il faut se dire que elle est fragile quand même, hein, et il faut être conscient de ça, et puis savoir que dans le monde, il se passe des choses dont il faut être de plus en plus conscient. Il faut lire là-dessus. Il faut suivre ce que font les jeunes réalisatrices au cinéma et un peu partout qui montrent cela. C'est très important. Leur parole est importante et je pense que toutes les jeunes femmes et les hommes qui font ça, il y a beaucoup de jeunes hommes qui font cela aussi, il faut les soutenir. C'est une création fondamentale dans la vie intellectuelle que de braquer le projecteur sur ces coins obscurs de l'univers des hommes et des femmes. Justement, j'allais vous parler des réseaux sociaux, justement, qui sont une fenêtre sur le monde et qui sont à la fois un espace de liberté. Et on voit aussi, même en France, des groupes de femmes, par exemple, revendiquant une certaine soumission. Donc, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des choses très différentes. Pour une historienne, analyser l'histoire en train de se faire, est-ce plus facile ou pas? Analyser l'histoire en train de se faire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Comme disait un de mes vieux professeurs d'autrefois, l'histoire, c'est un plat qui se mange froid. C'est-à-dire que quand on est dans la chaleur de l'événement, la vue est brouillée un petit peu. Hein, et c'est difficile de prendre une position juste. Hein, une position qui va être véritablement aux aguets, véritablement. Non, l'histoire en train de se faire, je ne vous la dirai pas. Je ne vous la dirai pas parce que l'histoire n'est pas une prophétie. L'histoire, c'est tenter d'analyser ce qui s'est passé avec ces instruments-là, essayer de mieux comprendre son temps, bien sûr, mais en sachant que ce n'est pas la même chose. Hein. Par conséquent, l'histoire qui se fait, c'est difficile. Mais c'est important, c'est très important, tout à fait. Alors, vous parlez beaucoup dans le livre des femmes absentes, invisibles à travers l'histoire. Est-ce parce que les hommes les oublient? Est-ce que l'histoire est écrite par des hommes, faut-il le rappeler? Ou parce qu'elles n'osent pas réclamer? On parlait tout à l'heure de la culpabilité. Un peu des trois? Un peu des trois. Il y a des quantités de raisons au silence. Il faut rappeler une chose simple d'abord. Le mot « histoire » en français a au moins deux sens. L'histoire, c'est ce qui s'est passé. Hein. Et deuxièmement, l'histoire, c'est le récit de ce qui s'est passé. Il est clair que les femmes sont dans ce qui s'est passé. Alors là, la société ne pourrait pas exister sans les femmes, bien entendu. Par contre, dans le récit de ce qui s'est passé, c'est là où elles sont oubliées. Pourquoi ont-elles été oubliées? Vous en avez évoqué plusieurs raisons. D'une part parce qu'elles étaient dans le privé, pas dans le public, et que l'histoire s'est intéressée d'abord à l'espace public. Les grands ancêtres grecs, Hérodote, Thucydide, qu'est-ce qu'ils racontaient? Les guerres, les règnes, l'histoire publique. Le privé n'existait pas. Hein. Donc, ce privé où étaient les femmes était plongé dans l'ombre. Hein. Et il a donc fallu que le regard sur l'histoire change pour qu'on s'intéresse aux femmes. Donc ça, c'est une grande raison. Une autre raison, mais vous l'avez dit aussi, c'est que les femmes n'étaient pas celles qui écrivaient l'histoire. Hein. Les historiens, il n'y a pas longtemps que les femmes sont historiennes. Hein. Bien entendu, bien avant nous, il y avait déjà quelques historiennes, mais pas beaucoup. Et pour que les femmes entrent dans la discipline historique, eh bien, ça date du dernier demi-siècle. C'est tout. Voilà. Alors, vous parlez d'une notion très importante dans votre livre, c'est la reconnaissance. Et vous dites que la reconnaissance ne suffit pas. Il faut aussi le droit. C'est là qu'intervient le droit après la reconnaissance. Oui, le droit. La justice, hein, oui. Sûr, voilà. Bien sûr. Avoir le droit, c'est fondamental. Dans ma jeunesse, j'étais
un petit peu réservée sur le droit. Alors, je trouvais que c'était ennuyeux. Et puis je me disais, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'économique, le social, le droit. Bon, j'ai changé d'avis. Le droit, c'est fondamental. D'abord, c'est une très belle discipline. Hein. Faire du droit, c'est vraiment être précis, c'est rigoureux. C'est une très très belle discipline. Et conquérir les droits, avoir des droits, savoir ce que l'on peut faire, voilà, ça me paraît absolument essentiel. Le féminisme, les féminismes se sont battus pour les droits des femmes, hein, pied à pied, conquérir les droits des femmes et obtenir que ces droits des femmes, droits pour tout, hein, absolument pour tout, pour arriver à un salaire égal, pour avoir le droit au travail, pour avoir le droit à l'interruption volontaire de grossesse, etc. Hein. Il a fallu conquérir pied à pied les droits. On pourrait dire que les féminismes, c'est une longue et lente conquête, accélérée par moments, ralentie par d'autres, des droits des femmes. Voilà. C'est une lutte pour les droits. Et c'est fondamental d'avoir ces droits. Et vous parlez également de la langue. Vous dites nommer, c'est faire exister. Les mots sont importants aussi. Quel regard vous portez sur la féminisation, justement, aussi des noms communs, des termes de la langue française, comme autrice? Est-ce que vous dites, vous, autrice, romancière Oui. Il le faut. Bien sûr. Je dis autrice, je dis romancière. Et cette avancée passe aussi par la langue, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, absolument. Féminiser les noms de métiers, c'est simple, la plupart du temps, et c'est important. C'est pas anecdotique. C'est pas du tout anecdotique, c'est très bien, parce que la langue, oui, nommer, c'est exister, on le disait à l'instant, c'est faire advenir en quelque sorte. Donc oui, la langue, c'est important. Alors, de temps en temps, il peut y avoir des problèmes sur la langue. Il faut regarder de près ce que l'on peut faire, mais on peut aller très très loin. Hein. Dans tous ces domaines, on peut aller très loin. À la fin du livre, vous revenez sur la vague MeToo, voilà, qui a permis de libérer la parole. Vous dites que ce sont les femmes qui, à chaque fois, s'emparent des moyens de communication pour être entendues. Alors pourquoi ce qui a été accepté pendant des décennies devient dans l'histoire d'un seul coup inacceptable, intolérable? Alors, si vous permettez, d'abord un mot sur MeToo. MeToo me paraît très important pour plusieurs raisons. D'abord en raison justement du fait que les femmes se sont emparées des moyens de communication pour elles-mêmes. Deuxièmement, parce que dans MeToo, il y a une revendication des frontières de l'intime. Hein. Ce n'est pas seulement l'interruption volontaire de grossesse, c'est les gestes amoureux non désirés, l'amour si je veux, quand je veux, comme je veux, voilà, aussi. Hein. Donc ça me paraît très important. Et puis votre question, c'était... Pourquoi d'un seul coup, voilà ce qui a été accepté pendant des années, oui. Il y a eu un déclic à ce moment-là. Au regard de l'histoire, voilà, ce qui paraissait banal devient tout d'un coup inacceptable. Oui, parce que le regard change. On accepte pendant très longtemps des choses qui paraissent évidentes. Et puis, un jour, ou une période de temps, tout d'un coup, on réalise que c'est scandaleux d'avoir fait ça. C'est scandaleux d'avoir accepté les violences sur les femmes, de n'avoir rien dit quand une femme était battue. Au XIXe siècle, par exemple, même encore peut-être au XXe siècle, dans certains milieux, on tolérait que les femmes soient battues. On disait, bah, après tout, elle a peut-être fait une bêtise, alors son mari la bat, hein, pourvu qu'il n'aille pas trop fort, c'est tout. Voilà, ça allait jusque-là. Maintenant, on n'accepte plus ça. Hein, et on n'accepte plus d'entendre crier dans l'appartement d'à côté. Enfin, tout au moins, j'espère. Hein, j'espère. Autrement dit, oui, les seuils d'évidence changent. Hein, et pour un historien, c'est très important et très intéressant de voir à quel moment
les choses cessent d'être évidentes. Et vous dites d'ailleurs que la nouvelle génération va même encore plus loin aujourd'hui. Quel regard vous portez sur cette génération? Vous avez évoqué tout à l'heure cette nouvelle génération de féministes, mais même pas féministes. Voilà, quel regard vous portez? Parce que vous avez des petites filles, des arrière-petites filles. Est-ce que vous êtes optimiste justement sur ces combats qu'elles vont devoir mener? Oui, je suis optimiste dans la mesure où il me semble qu'une énergie passe par ces jeunes filles, jeunes femmes, petites filles. Il y a quand même quelque chose qui a été transmis et il y a quelque chose qu'elles sentent aussi. Là, c'était des raisons d'optimisme. Maintenant, il ne faut pas non plus être trop... il faut se rendre compte aussi de la difficulté des situations dans le monde d'aujourd'hui. Donc, être lucide, ne pas enjoliver les situations, mais des choses ont été gagnées, des choses sont transmises, des choses se disent, eh bien, continuons. Et continuer, surtout. Et certains pourraient dire aussi que certaines féministes, au lieu de pratiquer une sorte d'adhésion, provoquent un certain rejet aussi, qui ne sert pas forcément la cause féministe. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Oui. Ou est-ce que tout combat, finalement, porte ses fruits pour le combat des femmes? Oui, je pense que quand on parle des excès des féministes, il faut regarder de près. Quelquefois, on dit ça, mais c'est une juste protestation qu'elles font entendre. Et il faut regarder de près. D'autre part, il est possible aussi que dans le feu de l'action et dans la révolte, il y ait des excès. Il y en a forcément, il y en a toujours. Et que on peut ne pas être juste aussi. Ça peut arriver. On peut ne pas être juste. Et je crois que essayer d'être juste, essayer d'être lucide, c'est un bel objectif pour les féministes d'aujourd'hui. Mais il faut leur faire confiance. Alors, je voudrais qu'on dise un mot, parce qu'il y a quand même pas mal d'hommes dans cette salle. Un mot sur les hommes, parce que vous parlez aussi des hommes dans ce livre. Et vous dites que les hommes peuvent se sentir aussi menacés. Ces bouleversements depuis 50 ans créent une inquiétude à laquelle il faut aussi être attentif. Oui, personnellement, je le pense. Certaines de mes amies féministes m'ont dit « Tu exagères d'avoir écrit ça. Enfin, qui se débrouille ?» Qu'ils se débrouillent après tout, c'est leur affaire. Moi, en historienne, je suis aussi consciente des changements et des difficultés des changements. Et je me dis qu'après tout, pendant longtemps, les hommes ont eu le pouvoir quand même, ce pouvoir de ce qu'on appelle aujourd'hui domination masculine. Pendant très longtemps, ça paraissait justement évident que ça se passait comme ça. Que d'une certaine manière, perdre cela n'est peut-être pas si simple. C'est peut-être pas si simple après tout. Et eux-mêmes peuvent se sentir contestés, y compris dans leurs bonnes intentions, dans ce qu'ils prennent pour de bonnes intentions. Au fond, les femmes changent. On leur avait appris peut-être, inconsciemment plus ou moins, à se comporter d'une certaine manière avec les femmes. Et voilà que les femmes leur disent « Oh ben non, ça va pas, ça me plaît pas, ou c'est pas ça. » Ça peut être un problème, D'autre part, incontestablement, dans notre société, il y a une réflexion très profonde sur ce que sont les sexes, les rôles des sexes. Et ça, c'est formidable. Ça peut être déstabilisant. Et ça peut être très exigeant aussi. Ça l'est pour les femmes, mais elles le revendiquent. Ça peut l'être, bien entendu, pour les hommes qui peut-être ne l'auraient pas revendiqué. Mais je voudrais dire aussi qu'à mes yeux, et aux yeux de beaucoup de femmes, le féminisme devrait aussi être un gain pour les hommes. Parce qu'enfin, ces rôles imposés aux hommes, l'exigence de virilité, de compétition, de rôle ultra viril qui leur a été si longtemps demandé, c'est lourd aussi. Il y a peut-être une autre manière de vivre en couple, d'être bien dans la société. Donc, pour ma part, je n'oppose pas le féminisme aux hommes.
je le pose comme un combat pour les deux sexes et pour un gain pour les deux. Voilà. Alors nous arrivons au terme de cet entretien, il nous reste juste 2 petites minutes. Nous avons parlé du droit tout à l'heure, changer une loi est difficile, mais vous dites changer les comportements, évidemment, est encore plus long. Par quoi peut passer justement ce changement et cette évolution du combat des femmes, encore une fois, par l'éducation, Qu'est-ce que vous diriez en quelques mots ? En quelques mots, je commencerai peut-être par l'éducation. Je pense que l'éducation, c'est vraiment fondamental parce que chacun sait que nos comportements se font souvent à ce moment-là. Donc, il faut commencer par là. Mais tous les niveaux sont importants, hein, tous, y compris ce que nous faisons ensemble en ce moment. Hein. Ce que vous faites là, le quotidien est très important. Je crois qu'il ne faut pas penser que c'est nécessairement des grands événements qui vont changer les rapports entre les sexes. C'est souvent les petites phrases quotidiennes. Vous savez, ces petites phrases qui quelquefois heurtent, blessent, et dont on s'aperçoit des années après que ça a été un déclencheur ou au contraire une blessure. Donc, être très attentif, pas y penser tout le temps, on vit, on va pas penser tout le temps à ce qu'on fait. Mais le quotidien, c'est là que se tressent et que se tissent les comportements entre les générations, entre les sexes et dans la société en général. Je voudrais terminer par une citation de Françoise Giroud que vous écrivez page 95. « Une femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. » Voilà. Donc c'est la fin de cet entretien avec Michel Perrault. Merci beaucoup. Je vous redonne le titre de son livre « Le temps des féminismes » avec Eduardo Castillo, qui a été votre élève et qui a collaboré à ce livre. Oui. Et on peut vous retrouver juste à côté à la sortie de l'Agora. Je voudrais dire, avant que nous ne séparions, que ce livre doit tout à Eduardo Castillo. C'est lui qui en a pris l'initiative et qui en a été le fil conducteur. Donc merci à lui. Merci beaucoup. Merci Michel Perrault. Merci à tous. À bientôt.